Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence. Nous sommes jeudi, on va parler santé. C'est le mois sans tabac. On va donc parler de l'addiction au tabac. Bonjour Mickaël Bazin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Marseille-Provence. Vous êtes addictologue, vous êtes chef de l'unité d'addictologie au centre hospitalier d'Allo. C'est le mois sans tabac. C'est une initiative qui existe depuis 6 ans, c'est-à-dire elle concerne tout le mois de novembre. C'est donc la 6e édition. On va vous montrer un chiffre qui concerne la région. Il y a un peu plus de 3900 personnes, 3907 personnes précisément qui se sont inscrites à cette initiative dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est peu par rapport aux autres années. Qu'est-ce que ça révèle ? Mais ça révèle qu'il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup d'informations, de messages de prévention, de persuasion à apporter. Ce genre de démarche, d'opportunité dans l'année en est une, même si tous les autres mois de l'année sont aussi bons pour entrer dans un sevrage tabagique. Avant de parler des méthodes pour arrêter de fumer, on va rappeler les risques du tabac, parce que les risques, ils ne sont pas seulement pour les poumons. Non, il y a des risques. Alors on pense d'abord aux maladies pulmonaires, mais il y a aussi des maladies cardiovasculaires qui sont largement augmentées par le tabagisme chronique et tout un tas d'autres pathologies peut-être moins célèbres. Mais la liste est très longue et effectivement, le premier message, c'est se sevrer du tabac, c'est s'éloigner de tous ces risques de santé pour aller collectionner, accumuler tout un tas de bénéfices sur lesquels, avec les patients, je préfère insister parce que les risques sont quand même assez connus par les gens et d'aborder la future démarche par le bénéfice plutôt que par le risque, ça a son importance sur le démarrage de la démarche. Par le positif, mais avant de pouvoir arrêter de fumer, il y a des personnes qui ont besoin de comprendre comment marche le processus d'addiction sur eux. Comment ça marche ? C'est un processus qui s'est installé sur des dizaines d'années la plupart du temps. Donc c'est une installation insidieuse. C'est une espèce d'équation à 3 paramètres entre un individu, un produit, donc addictogène, aujourd'hui on parle de celui-là, le tabac, mais ça vaut aussi pour les autres, ce que je suis en train de dire, et un parcours de vie. Et puis une rencontre, un fonctionnement aussi social. Alors nous sommes allés dans les rues de Marseille aujourd'hui s'adresser à certains fumeurs. On leur a demandé pourquoi ils n'arrivaient pas à arrêter de fumer. On va les écouter. C'est une habitude, c'est le geste, c'est voilà, pour décompresser après le travail. C'est les fêtes, moins de goût et la cigarette elle va avec. Je sais pas, c'est physique, c'est une addiction comme une autre. Réflexe, oui, ça reste une cigarette plaisir qui accompagne certains moments de la journée. Est-ce qu'il y a différents types d'addiction ? Il y a l'addiction à la nicotine. Ces personnes nous parlent du geste, de l'association aussi. On associe la cigarette à un verre le soir. Est-ce que ça représente différents types d'addiction, que ce soit au cerveau, pour le geste, ou finalement ça reste la même chose, c'est l'addiction à la nicotine ? Ça fait partie, tous ces symptômes qui ont été cités là, par les gens font partie de la complexité de l'addiction au tabac. L'addiction au geste, par exemple, est variable d'un individu à l'autre. C'est pas un obstacle insurmontable pour chaque personne qui s'engage dans un sevrage, mais ça peut l'être. Et donc pour chacun de ces points, il peut y avoir une réponse, un accompagnement. Donc ce qui compte au départ, c'est de bien faire le point avec la personne sur l'analyse de son tabagisme, son ancienneté, son expression dans la vie de tous les jours. Et effectivement, avec quels autres comportements ce tabagisme est associé. Le comportement au travail, le comportement social global, le rapport ou pas encore au plaisir, c'est pas le cas chez tout le monde. Donc il y a une bonne vingtaine de paramètres à analyser au préalable avec le patient pour construire cette démarche thérapeutique qui va s'inscrire sur plusieurs mois. Et ça, il faut aussi le dire aux gens. Voilà, c'est qu'on arrête de fumer, ça prend quelques jours, mais ensuite il y a un suivi sur plusieurs mois. Alors comment on s'y prend ? Quels sont les outils avec ces différents types de patients ? Déjà, on part dans un sevrage adapté, c'est ce que vous nous dites. Oui, après cette analyse, les grands messages, c'est d'abord le socle motivationnel. Avoir construit sa décision, que le patient soit d'accord avec lui-même, sur la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles il se fixe cet objectif. Et ce socle, il faut qu'il soit, comme tous les socles, en béton armé, solide. Et sur ce socle, on va pouvoir ensuite poser des méthodes d'accompagnement, d'aide, que sont souvent les médicaments, les substituts nicotiniques en particulier, et le fameux suivi. Parce que la bonne temporalité d'un sevrage tabagique, c'est pas quelques jours ou quelques semaines, c'est plusieurs mois. Il n'y a pas de chiffre précis, bien sûr. Parce que l'objectif dans tout ça, c'est pas se sevrer quelques jours ou quelques semaines, bien que ça puisse être une première expérimentation, mais c'est d'aboutir à une abstinence durable et confortable.
Votre avis sur la cigarette électronique pour arrêter de fumer? C'est un outil qu'on utilise fréquemment, qui peut s'associer aux autres méthodes pharmacologiques, notamment d'accompagnement au sevrage tabagique. Il y a un commentaire qui me vient en tête, c'est c'est à propos des jeunes, parce que en dehors de l'outil qu'il représente chez pas mal de tabagiques pour aboutir à l'abstinence confortable et durable, il peut être aussi un mode d'entrée dans le tabagisme pour les jeunes. Et les jeunes, c'est 200 000 encore aujourd'hui par an qui rentrent dans le tabagisme, alors pas que par la cigarette électronique, mais notamment par elle. Donc à la fois c'est un outil, et à la fois c'est un point de vigilance, quoi. Alors justement, on est allé à la rencontre d'étudiants. Il y a une jeune, elle s'appelle Ambre, elle est étudiante, qui a une question à vous poser. Ça concerne l'hypnose. On l'écoute. Bonjour, donc moi c'est Ambre et je voulais savoir si l'hypnose c'était une bonne thérapie pour lutter contre le tabagisme. Alors qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Ça marche ou pas l'hypnose? Alors, moi, ce que je vais lui répondre, en tout cas, c'est que je pense que ces méthodes... Alors, il y a les méthodes, classiquement, on oppose. Il faudrait un peu ne pas les opposer, mais peut-être les voir en complémentarité, les méthodes conventionnelles, reconnues par les sociétés savantes, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, d'autres méthodes, dont la célèbre hypnose, qui n'a pas réuni tous ces éléments de preuve encore aujourd'hui, mais que moi, je vois comme étant tout à fait complémentaires. Ce que je souligne avec les gens, c'est leur envie d'aller vers cette méthode alternative et complémentaire de ce que je vais moi-même apporter. Et si les thérapeutes, les différents thérapeutes qu'on est autour du patient, on arrive à se coordonner et que le patient recueille au fur et à mesure de son parcours des bénéfices, ben, tout va bien, moi ça me va. Une autre question de Valérie. Alors elle est pharmacienne, donc elle connaît le sujet et pourtant elle se pose une question. Bonjour Valérie, je voudrais savoir en fait quels sont les meilleurs conseils pour ne pas reprendre la cigarette. Pour ne pas reprendre une fois qu'on a arrêté. Alors, il y a certaines personnes qui nous ont dit arrêter c'est facile, mais ce qui est difficile, c'est de ne pas reprendre sur le long terme, des mois, voire des années après, même pour certains. Oui, alors il n'y a pas une réponse unique. C'est tout l'enjeu, comme dans toutes les addictions, et je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est le maintien, aboutir à une abstinence durable et confortable. Et donc, effectivement, c'est pas tout de suite. Les premières semaines après un sevrage, on est totalement dépendant, mais non consommateur. Et le but, c'est de devenir un ex-dépendant et toujours non consommateur. Et dans cet intervalle de temps, effectivement, il y a une probabilité non négligeable, et ça ne doit pas être un sujet tabou avec celui ou celle qui vous suit, que de décrire, si c'est le cas, une reprise de la consommation, qui n'est pas systématique, mais qui est assez fréquente. Donc c'est là que le suivi sur plusieurs mois, avec une bonne alliance thérapeutique, est essentiel. Les méthodes, c'est l'entretien de la motivation, surtout, parce que comme tout ce qui est précieux et fragile, une motivation, si on n'entretient pas, ça s'abîme, ça s'effrite, on augmente le risque de retourner vers le comportement de conso. Alors pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est le mois sans tabac. Pour toutes celles qui ont arrêté de fumer ces derniers jours, on a parlé des risques, des méthodes pour arrêter de fumer, mais on va un peu parler positif, un peu les motiver. Quels sont les bénéfices et quand est-ce qu'on commence à les ressentir concrètement pour les poumons, pour le souffle, pour la peau même? Ça va très vite pour cela, c'est-à-dire la sensation respiratoire est rapidement améliorée dans les premières semaines après le sevrage. Donc ça, c'est souvent d'ailleurs illustré dans les consultations, alors que le patient dit je me sens effectivement mieux sur le plan respiratoire par des petites mesures avec des appareils portables, des analyseurs de CO, de monoxyde de carbone. Donc on peut mettre en parallèle cette sensation clinique d'amélioration avec des chiffres d'intoxication par le monoxyde de carbone qui baissent très rapidement. Et donc c'est un élément motivationnel aussi pour les patients. Il y a aussi des bénéfices sur le compte en banque, il ne faut pas oublier, en dehors des bénéfices pour la santé. Et c'est un autre fréquent élément motivationnel chez les gens. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le prix du tabac, et tant mieux, est largement augmenté. 10,50 €. On connaît la méthode du billet dans la tirelire oui. Et de voir la tirelire à la fin de l'année. Oui, ça représente près de 4 000 € sur l'année pour un fumeur d'un paquet par jour. Voilà. Et c'est énorme. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place dans le département, 300 actions d'accompagnement dans la région sud pour accompagner les fumeurs sur le long terme. Ça consiste en quoi exactement? Et aux personnes qui nous regardent, est-ce que vous pouvez leur dire où est-ce qu'elles peuvent se diriger et ce que ça va leur apporter concrètement?
Ils peuvent se diriger en premier, moi je pense aux médecins généralistes. C'est le premier recours quand on a un problème de santé ou une question de santé. Donc ils sont tout à fait à même d'accompagner leurs patients s'ils ont envie de le faire et qu'ils ont un minimum de connaissances dans le sujet. Il y a aussi donc les consultations d'addictologie, évidemment. Et parfois, certains patients se retournent vers d'autres métiers que les médecins. Bon, j'ai pas de position complètement arrêtée. Je pense que tout cela est possible. Ce qui compte, une fois de plus, c'est la bonne alliance thérapeutique, avoir bien analysé la situation et se projeter sur un suivi qui va être à la hauteur du problème, c'est-à-dire une addiction, donc quelque chose qui est chronique, qui est gravé dans le comportement de la personne. Pour terminer, un mot d'encouragement peut-être aux fumeurs, pour leur donner envie d'arrêter de fumer. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de réussir. Par contre, vous regretterez sûrement de ne pas avoir essayé, et notamment de nos jours, où il y a une politique nationale de soutien au sevrage tabagique et une offre de soins qui est variée. Merci beaucoup, docteur Mickaël Bazin, addictologue, d'avoir été l'invité de notre chronique Votre santé sur BFM Marseille-Provence. Vous restez avec nous, on se rejoint après une courte pause. À tout de suite.